Donc moi je vais vous parler de génétique et de maladies cardiaques et je vais essayer de répondre à cette question qui est une question difficile, c'est est-ce que les maladies cardiaques sont-elles prédéterminées? Et en fait cette question fait référence à la part de l'inné et la part de l'acquis dans la survenue de maladies, et en particulier de maladies cardiaques. Donc en fait, quand on parle de l'inné, tout ça, ça fait référence à ce qu'on appelle notre patrimoine génétique. Notre patrimoine génétique, c'est ce qu'on a hérité à moitié de notre papa, à moitié de notre maman. C'est assez complexe et on peut comparer ça à une espèce de plan avec lequel on est, qui va déterminer la couleur de nos yeux, la couleur des cheveux, mais aussi un certain nombre de facteurs de prédisposition ou au contraire de facteurs protecteurs à la survenue de différentes maladies. Donc ça peut être les cancers, des maladies inflammatoires, mais également les maladies cardiaques. Donc ça c'est le plan, mais face à ce plan, notre comportement, notre environnement, notre façon de vivre va apporter en fait tout un tas de facteurs qui vont favoriser également la survenue de maladies. C'est ce qu'on appelle la part de l'acquis. Et en fait, vous allez voir que la part de l'inné et la part de l'acquis vont interagir entre elles pour favoriser ou pas la survenue de ces maladies cardiaques. Alors quand on parle de facteurs de prédisposition génétique, il faut vraiment séparer deux cas de figure différents de manière un peu schématique. Il y a ce qu'on appelle des variants génétiques à effet fort. C'est ce qu'on appelle communément en fait les mutations. Et ces variants génétiques, ils sont capables eux-mêmes, tout seuls, d'entraîner une maladie cardiaque. C'est ce qu'on appelle les maladies cardiaques héréditaires. Ce sont des maladies qui sont liées à des mutations, qui sont transmissibles de parents à enfants. Ce sont des maladies qui sont relativement rares, mais il ne faut pas oublier qu'il y a environ 150 000 patients en France qui sont atteints de ces maladies et que ces maladies sont associées à un pronostic extrêmement sévère puisque ces maladies sont la première cause de grève cardiaque, d'insuffisance cardiaque terminale en particulier chez les sujets jeunes et la première cause de mort subite chez les sujets de moins de 40 ans. Donc il y a quand même un impact de ces maladies rares en termes de santé publique. À côté de ça, il y a des variants génétiques qu'on appelle fréquents, c'est-à-dire dont on est tous porteurs à différents degrés de combinaison. Ces variants ont un effet faible, c'est-à-dire que tout seuls, ils ne sont pas capables d'entraîner une maladie cardiaque, mais par contre, l'association de ces différents variants ou la présence de ces variants génétiques peut favoriser la survenue de maladies cardiaques, en particulier acquises. Et ça, on va vous montrer l'exemple dans le cas de la maladie coronaire, par exemple. Donc si on prend par exemple l'exemple d'une maladie qu'on appelle la cardiopathie dilatée, qui est la première cause, encore une fois, de grève cardiaque, en particulier chez les sujets jeunes, pour moitié, cette maladie, elle est héréditaire, liée à des mutations qui sont transmissibles dans un certain nombre de gènes qu'on va retrouver, mais vraiment, c'est ce qu'on appelle des maladies monogéniques, une mutation qui va donner la maladie. Et pour autre moitié, ce sont des maladies dites acquises, qui sont liées en fait à des facteurs qui peuvent être multiples, en particulier des facteurs environnementaux. Mais dans ces formes acquises, on peut retrouver des gènes de prédisposition qui vont faire qu'en facteur de facteurs exogènes, on va être plus à risque de développer cette maladie cardiaque. Donc, pour identifier ces facteurs de prédisposition génétique fréquents, dont nous sommes globalement tous porteurs, on fait ce qu'on appelle des études génétiques d'association. En fait, on va comparer une population atteinte de la maladie qu'on étudie, une population contrôle, et on va regarder les variants génétiques qui sont plus fréquents dans la population atteinte. Et si ces variants génétiques vont être donc associés à cette maladie. Et donc c'est ce type d'études qui ont été faites à la Pitié-Salpêtrière, en particulier par le professeur Charon, et qui ont permis d'identifier le premier gène de prédisposition à la cardiopathie dilatée. Et en plus, on a retrouvé des mutations dans ce gène qui donnent également des formes héréditaires. Donc pour vous montrer qu'un seul gène peut, par différents mécanismes, donner différentes formes de cardiopathie dilatée. Alors vous me direz à quoi ça sert? En fait, ça sert à identifier des nouveaux mécanismes pour essayer de mieux comprendre la maladie et éventuellement d'identifier des nouvelles cibles thérapeutiques qui pourraient permettre de trouver plus tard, on l'espère, des traitements plus efficaces. Donc c'est quand même extrêmement important. Autre exemple, celui de la maladie coronaire, qui est considérée vraiment comme une maladie acquise, liée en fait à des facteurs de risque que Johan vous a bien montré. Donc ça peut être l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'obésité et également évidemment le tabac. On sait qu'il y a des facteurs de prédisposition génétique, il y en a plus de 300 qui ont été identifiés, qui vont, indépendamment de ces facteurs de risque,
augmenter votre risque de développer la maladie coronaire. Et des chercheurs britanniques viennent d'identifier un score de risque qui va identifier des individus qui sont plus à risque de développer la maladie coronaire, indépendamment de ces facteurs de risque. Alors, vous me direz, le patrimoine génétique, c'est quelque chose d'immuable, on est avec et ça ne peut pas changer. Eh bien, on sait maintenant que c'est faux. On sait que notre environnement peut jouer un rôle et modifier notre patrimoine génétique par ce qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que l'environnement, via un certain nombre de mécanismes, va modifier la structure des chromosomes et va faire que des variants génétiques dont on est porteur vont plus ou moins s'exprimer. Donc vous voyez que ça fait la boucle entre la génétique et l'environnement. Alors, il faut savoir que ces dernières années, il y a vraiment eu une révolution technologique sur au niveau de la génétique. Maintenant, on est capable de séquencer n'importe quel génome à moins de 500 € en quelques jours. Donc maintenant, il n'y a plus de barrière technique. N'importe qui peut avoir son génome de séquencer et c'est extrêmement simple. Maintenant, la barrière, c'est la barrière de la connaissance. C'est-à-dire qu'on accumule énormément de données. Alors on est capable pour certaines maladies d'essayer d'utiliser cette information génétique et on le fait pour les maladies cardiaques héréditaires. Par contre, pour les facteurs de prédisposition génétique aux maladies fréquentes, on n'est pas encore très bon. Et ça va être un enjeu majeur sur la recherche en génétique, c'est d'arriver à intégrer l'ensemble de ces données pour essayer d'identifier des scores de risque. Donc évidemment, l'intelligence artificielle, ça peut être quelque chose d'intéressant pour pouvoir vraiment aller dans ce qu'on appelle la génétique prédictive, c'est-à-dire vraiment utiliser la génétique pour identifier des individus à risque et leur proposer des traitements précoces ou des mesures de prévention précoce. Mais ça, c'est un peu l'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Estelle. Des questions sur votre génome ? Est-ce qu'il faut s'attendre à avoir des patients déboulés dans les cabinets, après s'être gratté l'intérieur de la joue, l'avoir mis dans la boîte, la fermer, les chronopostes, et 8 jours plus tard, ils ont leur génome, et vous dire, docteur, je suis à risque pour un infarctus du myocarde et vous faites rien pour moi, ou le médicament que vous me donnez, c'est pas le bon, je suis résistant. Exactement, mais ça, c'est vraiment à ce à quoi on est de plus en plus confronté. Vous tapez n'importe quoi sur Internet, génome, Google, vous avez des entreprises qui vont vous gratter effectivement l'arrière de la bouche, vous envoyez ça par la poste, et ils vous donnent les résultats de votre génome, ça coûte à peu près 500 €. Alors si vous voulez l'interprétation, c'est un peu plus cher, c'est 700 €. Oui, mais pour un hypochondriaque, c'est rien. Et ils reçoivent ça, et après ils déboulent dans les services de génétique en disant « j'ai le gène, je sais pas quoi, le variant qui va prédisposer à telle maladie génétique ». Et ça, c'est un vrai problème parce que, comme je vous ai dit, il y a quelques variants pour lesquels on sait les interpréter, mais je dirais que 95% des variants qu'on va identifier, on ne sait pas encore les interpréter. C'est ça le vrai défi du futur, c'est d'arriver à interpréter toutes ces données. Il y a plus de... C'est pour ça que n'importe qui peut faire son génome, c'est pas un problème, mais l'interpréter, ça c'est compliqué. Et donc, je ne recommanderais pas de le faire. Personnellement, si j'avais 500 €, je les dépenserais à quelque chose de plus utile. Ça fait très chic dans les dîners quand même, de dire... Ça fait chic, j'ai fait mon génome, mais actuellement, clairement, on n'a pas encore les capacités de vraiment l'interpréter. Donc, je ne conseillerais pas de le faire.